Tout le monde parle de guerre, mais peu savent en reconnaître une quand elle ne fait pas de bruit. Les guerres d'aujourd'hui ne laissent plus de cratères. Elles laissent des opinions brisées, des sociétés confuses, des peuples manipulés. Elles ne se mènent plus avec des chars ou des avions. Elles se mènent avec des récits, des hashtags, des vidéos virales, des indignations calculées. Elles n'attaquent plus des territoires, elles attaquent des esprits. Et le Maroc est devenu un terrain fertile pour subir ce genre d'attaque. Aujourd'hui, on va parler du Qatar, de Al Jazeera, de Tangemed, de Palestine, de désinformation, de manipulation de la rue marocaine, et surtout d'un peuple qui croit défendre la justice alors qu'on l'utilise pour servir les intérêts des autres. Pour comprendre l'affaire du Qatar et de Tangemed, il faut d'abord comprendre le pouvoir des médias. Les médias ne sont pas neutres. Ils ne se contentent pas d'informer. Ils façonnent les opinions, influencent les comportements et parfois, ils changent le cours de l'histoire. Dans les années 60, les industriels de la cigarette étaient confrontés à un problème. La moitié de la population était inaccessible à leurs produits. À l'époque, fumer pour une femme était mal vu. C'était associé à la vulgarité, à la marginalité. Alors ils ont décidé de changer cette perception. Ils ont lancé une campagne qui reste, encore aujourd'hui, un cas d'école en stratégie d'influence. Ils ont lié la cigarette à la liberté. Ils ont utilisé le mouvement féministe qui montait en puissance pour présenter la cigarette comme un symbole d'émancipation. Les femmes qui fumaient n'étaient plus marginales. Elles devenaient indépendantes, modernes, libérées. Résultat, des millions de femmes ont commencé à fumer. Pas par goût, mais par adhésion à un récit. Un récit fabriqué par des publicitaires au service d'un intérêt économique. Et derrière ce récit, des cancers, des maladies et des vies brisées. Tout ça au nom d'une liberté programmée. Quelques décennies plus tard, même logique. Autre contexte, autre cible. En 2003, les États-Unis veulent envahir l'Irak, mais pour cela, ils doivent convaincre leur propre population. Ils doivent créer un ennemi, une menace, une peur. Alors certains médias vont se charger de la mise en scène. Le plus influent d'entre eux, Fox News. Chaque jour, on parle d'armes de destruction massive, de liens avec Al-Qaïda, de Saddam Hussein comme menace imminente. Une partie de l'opinion publique est convaincue, l'autre est tétanisée. Et au final, l'intervention militaire est lancée. La suite, on la connaît. Pas d'armes de destruction massive, mais une guerre, des centaines de milliers de morts, et un pays plongé dans le chaos pour des décennies. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces deux cas montrent une chose simple. Quand on contrôle le récit, on contrôle les décisions. Et ce constat va nous amener directement à un autre exemple. En 2011, le monde arabe entre en ébullition. Des régimes tombent, des foules se soulèvent, les slogans de liberté envahissent les rues. L'opinion internationale applaudit. Mais dans l'ombre de ces soulèvements, un acteur central façonne le récit, Al Jazeera. Le média qatari ne se contente pas de couvrir les événements, il les scénarise. Il choisit ses angles, sélectionne ses séquences, amplifie certaines scènes, en efface d'autres. Il construit une histoire, celle du peuple contre la tyrannie, de la liberté contre l'oppression. Et parfois, cette histoire reflète une réalité. Mais dans d'autres cas, elle n'est qu'un montage au service d'un agenda. Parce qu'Al Jazeera ne parle pas de tout. Elle ne critique pas tous les régimes. Elle ne relaie pas toutes les voix. Elle soutient ceux qui servent les intérêts du Qatar et elle se tait quand il s'agit de ses alliés. Ce n'est pas un simple média. C'est un levier diplomatique, une arme d'influence camouflée en journalisme. Et aujourd'hui, cette arme se tourne vers le Maroc. Pas pour faire éclater la vérité, mais pour affaiblir un rival stratégique. Et c'est dans ce contexte que commence l'histoire de Tangemed. En 2017, le Qatar se retrouve au centre d'une crise sans précédent. L'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte annoncent un blocus total. Ils ferment les frontières, coupent les relations diplomatiques, suspendent les vols. Officiellement, ils accusent Doha de soutenir le terrorisme et de s'ingérer dans les affaires intérieures. Mais en réalité, ce qu'ils ne supportent plus, c'est l'influence grandissante d'Al Jazeera qui multiplie les campagnes de déstabilisation dans leur pays et qui sert directement les intérêts de l'Émirat. Dans ce climat de tension extrême, le Maroc se retrouve face à un dilemme. D'un côté, ses alliés traditionnels, Riyad et Abu Dhabi, attendent qu'ils prennent position. De l'autre, le Qatar, isolé, cherche un soutien. Et Rabat fait un choix rare dans le monde arabe. Il refuse de suivre le mouvement. Le Maroc ne participe pas à l'embargo. Il maintient ses relations diplomatiques avec Doha. Et surtout, il envoie de l'aide humanitaire au peuple qatari. Un choix fort, un choix risqué, mais un choix cohérent. Parce que le Maroc refuse la logique de l'alignement automatique. Il agit selon ses principes, pas sous pression. Mais ce geste, aussi fort soit-il, ne sera jamais récompensé. Depuis la fin du blocus, le Qatar n'a rien renforcé avec le Maroc. Pire encore, il a laissé ses relais médiatiques multiplier les attaques, diffuser des récits biaisés, amplifier les discours hostiles. Al Jazeera en première ligne, suivi d'un réseau d'influenceurs, de contenus émotionnels, de narratifs instrumentalisés. Ce n'est ni un accident, ni un malentendu. C'est une stratégie.
Le Qatar joue un double jeu. Il peut afficher une posture amicale en façade, mais en coulisses, il garde ses leviers. Et quand ses intérêts l'exigent, il n'hésite pas à frapper là où ça fait mal. C'est exactement ce qu'il fera, ou ce qu'il laissera faire, dans l'affaire de Tanger Med. Un cargo de la compagnie danoise Maersk aurait accosté à Tanger Med. Selon certains, il transportait des armes et des pièces destinées à l'armée israélienne. Un simple arrêt de ravitaillement devient alors, en quelques heures, une preuve de la complicité du Maroc avec Israël. L'histoire se propage rapidement, relayée sur les réseaux sociaux par une nébuleuse de comptes émotionnels, souvent politisés, et toujours très actifs dès qu'il s'agit de la Palestine. Très vite, la tension monte. Des vidéos circulent, des hashtags s'enchaînent, des appels à manifester sont lancés. Une partie de la population y croit, s'indigne et finit par descendre dans la rue. À Tanger, des manifestants tentent même de bloquer l'accès au port. Et comme toujours dans ces moments-là, personne ne prend le temps de vérifier. La compagnie Maersk publie un démenti formel. Aucun transport d'armes, aucune livraison pour Israël, aucune irrégularité. Et de son côté, Tanger Med reste ce qu'il a toujours été. Un port commercial à vocation internationale dont la sécurité est parmi les plus strictes de toute la région. Mais la vérité n'a plus le même impact une fois que l'émotion a fait son travail. Le doute est installé, le mal est fait. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que cette rumeur ne vient pas de nulle part, elle ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un climat idéologique bien entretenu, où certains groupes jouent avec les émotions pour servir des intérêts qui dépassent largement la cause palestinienne. Dans cette affaire, ce n'est pas Gaza qu'on voulait défendre, c'est le Maroc qu'on cherchait à affaiblir. Tanger Med est une cible logique pour ce genre d'opération. Ce n'est pas un port comme les autres. C'est le premier port de Méditerranée, l'un des plus performants au monde, un hub logistique stratégique entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique de l'Ouest. C'est grâce à lui que l'industrie marocaine, notamment l'industrie automobile, a pu se structurer, exporter et devenir l'un des moteurs du PIB national. Ce port, c'est l'un des piliers de la souveraineté économique du Maroc. Alors quand on l'attaque, même symboliquement, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple malentendu. C'est une opération ciblée. Et pour l'exécuter, certains ont choisi l'outil le plus efficace aujourd'hui, l'indignation morale. On a utilisé la Palestine comme prétexte. On a joué sur la sincérité des Marocains. On a mobilisé l'émotion en sachant très bien où cela mènerait. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière. Et ceux qui sont derrière ces campagnes le savent parfaitement. Ils n'ont pas besoin de preuves, juste d'un bon récit. Pour bien comprendre les raisons de cette attaque symbolique contre Tanger Med, il faut regarder une carte. Une carte publiée par Al Jazeera où l'on voit un nouveau corridor maritime reliant le Qatar à l'Afrique du Nord. Doha, Mascate, Dubaï, puis Port Saïd en Égypte, Tripoli en Libye, Alger, Tunis, et c'est tout. Aucun passage par le Maroc, aucun arrêt à Tanger. Le plus grand port du continent africain est tout simplement ignoré. Ce n'est pas un oubli, c'est un signal. Le Qatar développe sa propre stratégie logistique, sa propre vision des routes commerciales africaines. Et dans cette vision, le Maroc est exclu volontairement. Depuis la fin de l'embargo, Doha a accéléré ses investissements portuaires dans le monde, en Turquie, en Ukraine, aux Pays-Bas et bientôt dans certains ports africains. Le Qatar ne veut plus dépendre de Dubaï, ni de l'Arabie Saoudite, ni même de l'Europe pour ses exportations. Il veut bâtir son propre réseau. Et dans cette ambition, Tanger Med représente une concurrence directe. Le port marocain attire les plus grandes compagnies de transport maritime. Il capte une part importante des flux entre l'Afrique et l'Europe. Il se positionne comme un pont stratégique entre les deux continents. Pour un pays comme le Qatar qui cherche à devenir un acteur logistique global, c'est un obstacle, un rival. Et dans une logique de concurrence géopolitique, un rival, ça ne se combat pas toujours frontalement. Parfois, on le fragilise. On le salit, on alimente des récits qui le rendent moins fréquentable, moins fiable, moins musulman pour les opinions publiques sensibles à la cause palestinienne. C'est exactement ce que permet la rumeur du cargo Maersk. C'est une attaque bien pensée. Elle s'inscrit dans une guerre d'image, une guerre d'influence, une guerre logistique. Et ce n'est pas la première fois que le Maroc en fait les frais. Tous les pays qui veulent contrôler les routes commerciales de demain savent que Tanger Med est une pièce clé du puzzle méditerranéen. Certains essayent de rivaliser par le développement, d'autres préfèrent passer par la désinformation. Si cette rumeur a pris aussi vite, ce n'est pas seulement parce qu'elle était bien présentée, c'est parce qu'elle a trouvé un terrain prêt à l'absorber. Un terrain émotionnel, instable, facile à mobiliser. Le peuple marocain soutient la Palestine. C'est un réflexe culturel, historique, presque identitaire. Mais c'est justement ce réflexe qui devient exploitable. Parce que ce soutien est rarement encadré, rarement orienté, rarement replacé dans une logique d'intérêt national. Résultat, il devient une porte d'entrée pour toutes les influences extérieures. Ce qu'on a vu à Tanger, c'est exactement ça. Des manifestants qui bloquent un port marocain sur la base d'une rumeur, relayée par des réseaux dont personne ne vérifie les intentions. Des slogans radicaux, des accusations graves contre leur propre pays. Dans la même veine, on a un influenceur jordanien venu pour un événement technologique à Marrakech qui se permet d'intervenir publiquement pour attiser la foule. Comment un étranger peut-il se sentir légitime à venir provoquer une crise sur notre sol sans même dissimuler ses intentions ?
La raison est qu'il sait que le terrain est fertile. Il sait que l'émotion dépasse la lucidité. C'est là le cœur du problème. Ce n'est pas la solidarité avec la Palestine qui est en cause, c'est la manière dont cette solidarité est utilisée ou instrumentalisée pour créer des troubles au Maroc. Et il faut oser le dire clairement. Dénoncer ces manipulations, ce n'est pas trahir la cause palestinienne, ce n'est pas être pro-israélien, c'est être pro-marocain. Il faut aussi rester lucide et ne pas tomber dans le piège inverse par opposition. Israël n'est pas l'ami du Maroc. Comme je le dis souvent, les amitiés n'existent pas dans les relations internationales, il n'y a que les intérêts qui comptent et il s'avère que Israël et le Maroc travaillent sur un certain nombre de dossiers ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs, mais ça s'arrête là. Eux aussi tentent de faire avancer leurs idées au sein de la population marocaine. On voit apparaître des bots, des faux profils, des comptes automatisés qui se font passer pour des Marocains patriotes, mais qui passent leur temps à chanter les louanges d'Israël. Ils essayent de créer artificiellement une adhésion populaire, de faire croire que les Marocains considèrent désormais Israël comme un pays frère. C'est une autre forme d'ingérence, moins visible mais tout aussi perverse. J'y consacrerai peut-être une vidéo pour comprendre plus en détail la stratégie qui se cache derrière cette manipulation. Certains Marocains ont tendance à se lier émotionnellement à des pays ou causes étrangères. Résultat, on se retrouve avec des citoyens qui sabotent leur propre développement pour satisfaire les récits idéologiques des autres. Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, c'est qu'elle se produit dans un pays où la liberté de manifester existe. Aujourd'hui, au Maroc, les citoyens peuvent descendre dans la rue, exprimer leur colère, revendiquer leurs droits. C'est un acquis, et c'est une bonne chose. Mais cette liberté, comme toutes les libertés, peut être détournée. Parce qu'au lieu de manifester pour l'emploi, pour la justice sociale, pour la dignité du peuple marocain, on voit des foules se mobiliser pour des causes extérieures. Des causes qui ne dépendent ni du Maroc, ni de ses institutions, ni de ses leviers diplomatiques. Des causes sur lesquelles le peuple marocain n'a aucun pouvoir, mais pour lesquelles il est prêt à sacrifier ses propres intérêts. Et pendant ce temps-là, l'État se tait. Aucune réaction officielle, aucun démenti, aucun contre-récit. On laisse les réseaux sociaux saturer l'espace. On laisse des figures étrangères imposer leur lecture du monde, et on abandonne le terrain de la pédagogie comme si le peuple devait deviner seul ce qui est juste ou non. Ce vide communicationnel est dangereux, parce qu'il ne reste jamais vide longtemps. Il est aussitôt rempli par des discours importés, par des indignations sous influence, par des idéologies qui n'ont que faire de l'intérêt du Maroc, et à la fin, ce n'est pas seulement l'image du pays qui en pâtit, c'est sa stabilité, son économie, sa cohésion. C'est la confiance entre l'État et sa population qui s'effrite, lentement mais sûrement. Le vide laissé par l'État, combiné à l'émotivité populaire, crée un terrain idéal pour une autre menace, celle des idéologies importées. Aujourd'hui, plusieurs récits circulent au Maroc. Des récits séduisants en apparence, généreux dans les mots, mais profondément destructeurs dans les faits. Et ces récits ne viennent pas du peuple, ils viennent d'ailleurs. Le premier, c'est le panarabisme et son double idéologique, l'islamisme politique. Ils promettent l'unité, la fraternité, la justice entre musulmans. Mais dans la réalité, ils servent souvent de cheval de Troie à des puissances étrangères. Des États comme le Qatar qui utilisent ces discours pour activer des relais d'influence dans les rues, dans les syndicats, dans les mosquées, parfois même dans les médias. Et sous prétexte de défendre la Palestine ou de refuser la normalisation, on se retrouve à saboter notre propre pays. Le deuxième, c'est le panafricanisme. Un discours qui pousse à ouvrir toujours plus les frontières, à accueillir sans limite, à effacer les spécificités nationales au nom d'un continent uni. Une réécriture de l'histoire qui veut ancrer dans l'inconscient collectif marocain une africanité historique qui doit être transformée en africanisation du pays. Un danger démographique, économique et culturel qu'il ne faut pas laisser s'installer. Et enfin, il y a le gauchisme occidental. Un discours qui se présente comme progressiste, mais qui véhicule des valeurs, des normes et des mœurs totalement étrangères au socle culturel marocain. Ce gauchisme-là ne milite pas pour l'égalité, mais pour la déconstruction. Il ne défend pas la liberté, mais l'abolition des repères. Ce courant-là nourrit les deux autres idéologies. Le peuple marocain étant profondément conservateur et religieux, quand il voit ce genre de discours prospérer, a tendance à se réfugier vers l'islamisme qui est le seul courant politique à combattre ce gauchisme occidental aujourd'hui au Maroc, alors que le panafricanisme lui prospère grâce au discours antiraciste que véhicule le gauchisme. Ces trois courants ont un point commun, ils dissolvent l'idée d'intérêt national. Ils culpabilisent ceux qui veulent défendre leur pays. Et ils servent, consciemment ou non, les intérêts de puissances étrangères. Alors il faut être clair, ce n'est pas parce qu'un discours vient d'ailleurs qu'il est moderne, ce n'est pas parce qu'il parle d'égalité qu'il est juste,
Le Maroc n'est ni l'Afghanistan, ni un pays wokiste. Il n'a pas vocation à devenir un terrain d'expérimentation pour les idéologues déconnectés. C'est un pays qui a ses fondations, son histoire, sa souveraineté. Et il est temps que tout le monde s'en souvienne. La foule, si elle est bien travaillée, peut commettre les pires trahisons à l'égard de son propre pays. C'est exactement ce qui s'est passé en 1958, à l'âge d'or du panarabisme. Le peuple syrien, enivré par les discours d'unité arabe, a mis une pression telle sur son propre gouvernement qu'il l'a poussé à abandonner toute souveraineté. La Syrie a littéralement disparu, absorbée par l'Égypte de Nasser pour devenir une simple province de la République arabe unie. Un État entier effacé par adhésion idéologique. Ce manque d'éducation politique a failli détruire une nation. Et ce que vit la Syrie aujourd'hui est l'héritage direct de cette époque. Quand l'émotion prend le dessus sur la lucidité, voilà le résultat. Ce que cette affaire nous rappelle, c'est qu'un pays peut être attaqué sans qu'aucun missile ne soit tiré. Les guerres ne se mènent pas seulement par les armes, elles se mènent par l'image, par l'émotion, par la rumeur. Elles se mènent sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la rue, et elles se gagnent ou se perdent sur un seul critère, la lucidité du peuple. Le Maroc a des ennemis, comme tous les pays, mais ce n'est pas ça le plus dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand certains Marocains, par naïveté, par idéologie ou par ignorance, finissent par agir pour ses ennemis sans même s'en rendre compte. Parce qu'on leur a dit que c'était moral. Parce qu'on leur a dit que le Maroc n'était qu'un outil, qu'une variable, qu'un pion. Mais le Maroc n'est pas un pion. Le Maroc est une nation, une histoire, une souveraineté. Et personne ne devrait avoir à le rappeler. Le débat politique est une chose saine, la critique est une force, le désaccord est une richesse. Mais se diviser pour des causes extérieures, se mobiliser pour des intérêts étrangers, sacrifier notre stabilité pour des slogans venus d'ailleurs, ça ce n'est pas de la liberté, c'est de l'inconscience. Il est temps que l'État assume sa part. Il est temps que le peuple assume la sienne. Parce qu'on ne peut pas continuer à user de notre liberté pour saboter notre propre pays, et ensuite se plaindre de ne pas être respecté. La vérité, c'est que trop souvent, notre ouverture est perçue comme une faiblesse, et notre hospitalité comme de la naïveté. On croit qu'on va nous aimer pour ça, mais en réalité, on nous utilise pour ça. Il est temps de comprendre que la loyauté des Marocains doit aller que vers une direction, le Maroc. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez trouvé cette analyse utile, pensez à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail indépendant et engagé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez lucide, restez critique.